Les ETF sont devenus la stratégie par défaut. Aujourd'hui, si tu parles d'investissement, on te dira presque automatiquement, prends un ETF non, fais du DCA et laisse tourner pendant 30 ans. Simple, automatique et on va dire presque évident en fait. Mais est-ce que la majorité peut vraiment avoir raison aussi facilement? Est-ce que cette stratégie est réellement aussi infaillible qu'on le prétend? Ou est-ce qu'on est en train de simplifier à l'extrême quelque chose qui mérite quand même plus de réflexion? Parce que les ETF ne sont ni magiques ni parfaits. Et avant d'y investir sérieusement, il y a des choses essentielles que tu dois comprendre. Alors dans cet épisode, on va analyser trois éléments importants. Premièrement, le mythe de la facilité. Pourquoi penser qu'un ETF simple et sécurisé est une idée dangereuse? Deuxièmement, le vrai débat. Et si les ETF ne fonctionnaient plus dans un monde en mutation, en parlant de croissance démographique, transition énergétique, changement géopolitique? Et troisièmement, on verra ensemble deux approches possibles, le portefeuille conviction et le portefeuille global diversifié et les implications concrètes de chacun. À la fin, tu comprendras que le débat ETF vs non ETF n'est pas un débat binaire, c'est-à-dire 1 ou 0. C'est un débat de stratégie et ça peut complètement changer ta manière d'investir. Alors bienvenue à toi si tu me découvres. Moi c'est Emilien, éducateur en bourse et je te donne toutes les ressources nécessaires pour t'éduquer et devenir autonome dans tes investissements en bourse. Commençons déjà par le mythe de la facilité. Les ETF ont trois grandes promesses. 1. La diversification, donc tu investis dans des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule ligne. 2. Des faibles frais, souvent 5 à 10 fois moins cher que des fonds gérés activement. 3. Une performance du marché, donc tu obtiens la performance moyenne de l'économie. Sur le papier, ça paraît presque trop simple. Et c'est justement là que le piège commence. Parce qu'il y a une réalité qu'on oublie souvent. Un ETF suit la bourse. Et la bourse, ce n'est pas une ligne droite qui monte. Non. Quand tu achètes un ETF, tu ne choisis pas uniquement la croissance, la valorisation des marchés à la hausse. Tu choisis aussi les phases d'euphorie, les bulles spéculatives, les cracks violents et les années de stagnation. Rappelle-toi notamment dans les années 2000 où on a eu moins 49% sur le S&P 500, éclatement de la bulle Internet. 2008, ici, on a eu moins 57% avec la crise mondiale financière. Et 2020, notamment avec la Covid-19, on a eu une baisse de moins 34%. Et ça, ce sont des baisses conséquentes qui ont été effectuées uniquement sur un seul indice, notamment l'un des plus grands indices mondiaux, donc le S&P 500. Un ETF sectoriel, lui, aurait chuté peut-être dans les mêmes proportions, voire davantage. C'est là que beaucoup pensent qu'un ETF, c'est la sécurité, mais en réalité, c'est faux. Un ETF ne te protège pas, un ETF t'expose au marché dans sa totalité. Donc si, par exemple, le marché perd moins 50%, ton ETF qui suit ce marché, en soi, va perdre 50%. Un ETF ne réduit donc pas le risque de marché, c'est-à-dire le risque systémique. Par contre, il supprime le risque de mauvaise sélection d'actions, donc le risque spécifique. Et ça, c'est très différent. La vraie question à te poser, c'est est-ce que tu es prêt à voir ton portefeuille faire moins 20% ou peut-être moins 30% sans vendre? Parce que le danger des ETF n'est pas technique, il est psychologique. Sur le long terme, les marchés vont monter normalement, même si les performances passées ne préjugent pas des mêmes performances futures, mais sur le court terme, ils peuvent être violents. Et si tu entres en ETF en te disant et en pensant que c'est tranquille, tu risques vraiment d'abandonner au pire moment. Mais alors, si les ETF ne fonctionnaient plus, la question à se poser, c'est probablement l'argument le plus sérieux contre les ETF, parce qu'on entend souvent dire les 100 dernières années ont été exceptionnelles, notamment avec l'explosion de la croissance démographique, la croissance énergétique massive, la mondialisation, la révolution technologique. Bref, regardons maintenant un petit peu les chiffres. On a une croissance mondiale de la démographie qui est passée de 2,5 milliards d'habitants sur Terre en 1950 à plus de 8 milliards en 2023. Ça, c'est pour la croissance de la population mondiale. Et d'un autre côté, on a également, et c'est issu d'après l'Institut des statistiques mondiales de l'énergie, la consommation énergétique mondiale qui a été multipliée par 2 de 1980, que vous pouvez voir ici, à 2023. Autrement dit, et c'est ça ce qu'il faut comprendre entre le lien de la population et la consommation de l'énergie mondiale, c'est que il y a plus de population, plus de consommation, plus de production, plus de croissance et donc potentiellement plus de performance boursière, plus de valorisation également des marchés parce que c'est issu de la forte croissance démographique, de la forte
croissance de consommation dans le monde. Alors certains aujourd'hui se demandent, et maintenant, que se passe-t-il si la croissance démographique ralentit, si la population vieillit, si la transition écologique freine certaines industries et si le monde devient multipolaire et instable? C'est la conclusion de certains qui nous disent, en fait, les ETF ne performeront plus comme avant. Et soyons honnêtes, c'est une vraie question, mais personne ne sait. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est que la bourse n'est pas figée. Elle évolue, elle se transforme, elle mute avec l'économie. Historiquement, les dominations sectorielles ont complètement changé. Je vous partage ici un graphique qui nous montre l'évolution de la rotation sectorielle historique. En 1900, la finance et l'immobilier représentaient 90% de la capitalisation américaine. Fin des années 1800, c'est les chemins de fer et les transports qui deviennent dominants. Dans les années 1900 à 1950, c'est vraiment axé sur l'industrie, l'énergie, donc l'industrie lourde et les matériaux. Et autour des années 2000, on a vraiment la technologie qui prend le pouvoir, qui prend beaucoup plus d'ampleur. Ça, c'est pour la rotation sectorielle. Ce phénomène ne concerne pas seulement les secteurs. Il concerne également les zones géographiques, donc la rotation géographique. Au début du XXe siècle, les marchés boursiers dominants étaient principalement en Europe et notamment avec l'Empire britannique qui pesait énormément. Puis, notamment après la Première Guerre mondiale et jusque dans les années 1980, on a les États-Unis qui prennent le leadership mondial. Dans les années 1980, on a le Japon qui explose. Il représente près de 40% de la capitalisation totale des indices mondiaux. Beaucoup pensaient ici que Tokyo allait dominer le monde. Puis on a eu, je pense que vous le savez, cette fameuse bulle japonaise qui a éclaté. Et depuis ce temps-là, donc les années 2000, on a vraiment les États-Unis qui dominent massivement, et notamment grâce à la tech. On voit une chose, c'est que les leaders changent, les secteurs dominants changent, les zones géographiques changent, mais le marché, lui, il continue d'évoluer. Un ETF monde, lui, ne va pas parier uniquement sur l'Europe, ni uniquement sur les États-Unis, ni sur l'Asie, même si on sait très bien que à l'heure actuelle, en 2026, plus de 70% du MSCI World est composé des États-Unis. En tout cas, le MSCI World, il s'ajuste automatiquement à la pondération réelle du marché mondial. Si demain, par exemple, l'Inde explose économiquement, l'Afrique devient un pôle majeur ou l'Europe reprend du leadership, alors les indices s'adapteront. C'est ce qu'on appelle ici la rotation naturelle. C'est une forme de sélection automatique du marché. Tu ne paries pas sur le vainqueur de demain, c'est le marché qui va le détecter pour toi. Donc, les ETF sont-ils condamnés? Devrons-nous faire obligatoirement du stock picking, c'est-à-dire sélectionner individuellement ses actifs? Eh bien, pas forcément. Parce que même dans un monde avec moins de croissance, avec des transitions économiques, avec des ruptures technologiques, les marchés continueront probablement à s'adapter. L'économie de 2040 ne ressemblera pas à celle de 2024 ni de 2026 et les indices non plus, mais c'est justement la force d'un ETF large parce qu'il évolue avec le système et fait ses modifications en interne. Donc il va changer les entreprises, il va changer la pondération géographique et sectorielle et c'est donc toute la puissance des ETF. Maintenant, il y a deux approches d'investissement sur lesquelles tu peux avoir, qui s'offrent à toi. À partir du moment où tu comprends que le marché évolue constamment, tu as en réalité deux grandes stratégies possibles. Et aucune n'est bonne ni mauvaise, elles répondent simplement à deux profils différents. Je fais bien le point là-dessus. C'est vraiment en fonction de toi, de ce que tu souhaites, en fonction de tes convictions, en fonction de ce que tu veux mettre en place dans ta stratégie d'investissement long terme. L'approche numéro 1, c'est de te dire, OK, tu as aujourd'hui une conviction qui est forte, donc un portefeuille qui va être assez concentré. Ici, tu fais un pari qui est assumé, c'est-à-dire que tu penses que, par exemple, l'Inde sera la prochaine grande puissance économique, l'intelligence artificielle va dominer les 20 prochaines années, la transition énergétique peut-être est une opportunité historique, et où les small caps, donc les petites capitalisations, par exemple américaines, sont sous-valorisées, alors ça peut être une opportunité d'investissement. Dans ce cas, ton portefeuille pourrait ressembler à ça. Je vais te partager deux exemples. Le premier, c'est un exemple de portefeuille type conviction IA, dans lequel tu vas toujours garder une partie mondiale, 50% ETF MSCI World, 35% sur un ETF technologie US comme le Nasdaq et 15% sur un ETF IA ou semi-conducteur. Donc tu vois quand même que tu es fortement exposé à l'IA et à la technologie, donc plus de 50% quand même, c'est assez monstrueux.
Ça, c'est axé sur une conviction IA. Maintenant, un autre portefeuille, c'est un pari sur l'Inde. Tu te dis, OK, moi, je vais quand même garder 50% ETF monde, mais par contre, derrière, j'ai une conviction forte sur l'Inde. Je vais mettre 40% dans un ETF Inde, donc le Nifty 50, qui représente les 50 plus grandes capitalisations boursières en Inde, puis 10% sur, par exemple, le MSCI Emerging Market, qui représente les marchés émergents. Dans ces cas-là, avec cette approche conviction forte, tu peux surperformer fortement, mais également tu augmentes de manière beaucoup plus importante ton risque. Donc si ton pari est mauvais timing, bulle sectorielle, décennie perdue, ici ton portefeuille peut sous-performer pendant très longtemps. C'est une stratégie qui est quand même plus active, même avec des ETF. Et si tu ne laisses plus totalement le marché décider pour toi, tu ajoutes ta vision personnelle. Et ça demande de la conviction, de la patience, une capacité également à encaisser la volatilité. C'était la première approche. Ou sinon, tu as la seconde approche qui, moi, je mets beaucoup plus en avant cette approche, c'est la diversification intelligente dans l'objectif de créer un portefeuille assez global. Ici, tu fais un choix totalement différent. Tu acceptes une vérité simple, c'est que, un, tu ne sais pas quel pays dominera dans 20 ans, tu ne sais pas quel secteur explosera, et tu ne sais pas non plus quelle méga tendance sera la plus rentable. Donc, simplement, tu construis un portefeuille robuste. Premièrement, ça peut être si tu n'as pas envie de te prendre la tête, c'est un portefeuille ultra simple, 100% ETF MSCI World, où tu t'exposes au monde entier, même si tu as une partie un peu plus importante sur exposée au marché américain. Et dans le deuxième exemple que je voulais te partager, c'est un portefeuille plus structuré, où ici tu vas intégrer 50% un ETF S&P 500, donc le marché américain, 25% un ETF marché émergent, donc emerging market, les pays émergents, et 25% sur un ETF Europe. Ça peut être le stock 50 ou le stock 600 par exemple. Dans ce cas ici, avec cette approche numéro 2, tu es exposé à tout, tu bénéficies des rotations automatiques et les gagnants vont remplacer les perdants, que ce soit en termes de secteur d'activité et au niveau de la zone géographique. Donc tu ne cherches pas à être plus intelligent que le marché, tu cherches à être discipliné. Certes, c'est moins excitant, mais historiquement, c'est redoutablement efficace parce que tu es très bien diversifié. Conclusion, la vraie question, ce n'est pas quelle stratégie est la meilleure, mais c'est plutôt laquelle es-tu capable de tenir pendant 20 ans. Parce que comme tu le sais, l'investissement ne récompense pas la stratégie la plus brillante sur le papier, l'investissement récompense la stratégie que tu es capable de maintenir quand ça devient également inconfortable. Regarde, un portefeuille parfait qui est peut-être ultra optimisé, mais abandonné au bout de 3 ans parce que tu as paniqué, parce que tu as douté, parce que tu as voulu faire mieux que le marché, sera ici toujours moins performant qu'un portefeuille qui est simple, qui est presque ennuyeux, comme l'approche numéro 2 que je t'ai partagée, mais qui est tenu avec discipline pendant 20-25 ans. La performance vient du temps et le temps récompense la constance, notamment avec les intérêts composés. Mais c'est justement là qu'on arrive à un point crucial. Peu importe ton approche, que tu sois concentré ou ultra diversifié, que tu choisisses un ETF monde ou plusieurs ETF sectoriels, les ETF restent exposés à des risques que peu de gens comprennent vraiment. Et tant que ces risques ne sont pas clairs pour toi, tu investis peut-être avec une illusion de sécurité. Et en investissement, les illusions peuvent te coûter cher. Alors dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse un prochain épisode sur les risques liés aux ETF. Et partage-moi également ton approche d'investissement. Ça m'intéresse de savoir comment tu comptes t'y prendre. Je prendrai le temps de lire vos commentaires et d'y répondre. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et de ta stratégie et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.